mais je ne me sens pas vieux. Et l'idée derrière ce mouvement auquel nous participons aujourd'hui, c'est que si en prenant conscience de cela, on se place dans un point de vue plus objectif, plus optimiste, on se dit, bon, j'ai encore pour peut-être 20 ans à vivre, eh bien, ces 20 ans, maintenant, avec l'évolution de la société, on n'est plus un vieillard à 60 ans en moyenne. Ce n'est guère que vers les 80 et même 85. J'ai des amis qui ont... J'ai une amie qui a 99 ans et qui est en pleine forme. Et je trouve que c'est encourageant de voir autour de soi tous ces gens pour lesquels 80, ça n'est plus être un vieillard. 80, c'est une nouvelle période de la vie, c'est une période à affronter. Et ce que j'ai aimé, et la raison pour laquelle j'ai accepté de venir ici ce soir, c'est justement parce que je pense qu'il faut introduire ça dans la population, éviter cette idée défaitiste. Le grand âge, ça n'est pas la fin. Si, c'est la fin de beaucoup de choses, mais c'est la fin, c'est le commencement de plein de choses, et c'est à éveiller. Quand on est jeune, on s'éveille naturellement, on n'a pas besoin d'être stimulé. Quand on arrive à nos âges, il faut qu'en groupe, l'influence du groupe nous stimule à rester vivants, à rester actifs. C'est la seule façon de traverser de façon profitable pour tout le monde ce fameux grand âge dont Saint Jean de Perse parlait. J'ai beaucoup de reconnaissance. Ce simple vers de Saint Jean de Perse, quand je l'ai lu, ça m'a fait beaucoup d'effet. Je me suis dit, c'est très bien, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il s'agit de faire face et essayer de voir par soi-même, en analysant à quoi on peut encore être utile, qu'est-ce qu'on peut faire encore de notre vie, quels sont les éléments qui peuvent nous dynamiser, quels sont les éléments qui peuvent nous donner du plaisir à nous lever le matin. La question fondamentale, c'est pourquoi est-ce qu'on se lève le matin plutôt que de rester couché? Eh bien, si on a du dynamisme, si on a des projets, si on a des choses en vue, on a envie de se lever. Autrement, on reste au lit et puis on devient malade progressivement. Donc, c'est ça qui est la raison pour laquelle j'ai accepté cette invitation. Je me suis dit, c'est bien de partager ça avec d'autres personnes. Si on le vit seul, c'est plus difficile. Si on le vit avec d'autres personnes, avec des échanges, ça donne de l'espoir, ça redonne du dynamisme à la vie. Et comment on se prépare, justement, à accueillir ce grand âge-là ou à bien vieillir? Alors, d'une façon générale, je dirais, la question se pose généralement au niveau de la retraite. Au niveau de la retraite, c'est-à-dire préparer sa retraite. On s'aperçoit, et les études sociales le montrent, que les gens qui n'ont pas longtemps à l'avance préparé leur retraite, c'est-à-dire dire qu'est-ce que je vais faire le jour où on me dira c'est terminé, tu as tes années, tu auras ta pension, tu n'as plus de problèmes financiers importants, qu'est-ce que tu vas faire? Et on s'est aperçu, et ça, toutes les études le montrent, que les gens qui n'ont pas déjà un programme, quelque chose à faire, se démobilisent beaucoup plus rapidement que les autres, que la retraite coïncide souvent avec le début du vieillardissement, si on peut employer ce mot. Et je pense que c'est en ce sens-là, en tout cas personnellement, c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que j'ai recommandé à mes amis, surtout quand approchant la retraite, ils se sentent déprimés. Je me souviens un jour, j'avais un ami dans un village de vacances près de chez nous, en France, et j'ai un ami qui est mort à 100 ans. Et à 100 ans, à 99 ans, il venait encore avec nous quand on plantait des arbres. Il nous disait, c'est un vieux paysan qui avait fait la guerre de 14. C'est un vieux paysan qui était très habile pour dire que si la terre était prête pour planter des arbres. Et comme on plantait beaucoup d'arbres, on allait toujours le chercher. Il venait avec nous, avec une petite pelle qu'il avait fabriquée lui-même en bois, comme on faisait à cette période, et il creusait plus vite que nous, même à 100 ans. Il avait un pronostic très sûr. Pour nous, c'était celui qui était notre conseiller, qui nous a permis de planter ce que nous appelons la forêt millénaire. La forêt millénaire, ça, c'est une vieille ferme que nous avons avec ma femme en Bourgogne. C'est une ferme sur laquelle j'ai eu cette idée de faire une forêt millénaire.
Évidemment, vous ne pouvez pas faire une forêt millénaire comme ça, sauf que vous pouvez planter des arbres qui peuvent vivre, dont vous savez qu'ils peuvent vivre plus de 1000 ans. Il y a les cèdres du Liban qui peuvent vivre 3000 ans, il y a les séquoias qui peuvent atteindre 3000 ans aussi, il y a les tilleuls, il y a les chênes, il y a les ifs. Eh bien, on a planté progressivement des arbres, des séquoias qui aujourd'hui ont 30 mètres de hauteur et ont 30 ans, on a commencé il y a 30 ans. Et son inspiration, toujours il venait avec nous. Et un jour, j'étais invité dans un centre de vacances qui recevait des gens âgés. Des centres de vacances pour des gens qui avaient à peu près 60 ans. Ils sont arrivés une quantité d'hommes et de femmes vraiment vieux, à l'œil, et qui se traînaient. Et puis j'ai eu l'idée de faire venir ce petit père qu'on appelait le petit père, qui s'appelait le petit père de Léna. J'ai eu l'idée de le faire venir et de lui demander de s'adresser à ces personnes, justement. Lui qui a 100 ans, qui était guilleret, qui était de bonne humeur. Et tous ont été complètement, ils ont dit après coup jusqu'à quel point ça avait été un peu un choc pour eux. Ils vivaient dans l'idée qu'ils étaient rendus à cette période de la vie où on se laisse aller, où on se laisse avoir des maladies, où on se laisse avoir ci et ça. Et du coup, de voir cet homme qui avait près de 100 ans, avec aussi vert, aussi lumineux, aussi dynamique, ça les a tous profondément impressionnés. Je pense que c'est ça qui est intéressant dans des groupes comme ceux-ci, c'est qu'il y a comme un encouragement qui va de l'un à l'autre, qui permet à l'un de dire, ben moi, je regarde cet homme ou cette femme et ça me donne de l'énergie. Il y a comme de l'énergie qui est pompée simplement de voir quelqu'un qui a 10 ou 20 ans de plus que vous et qui est en pleine forme, qui est dynamique, même s'il a des problèmes, qui en tout cas, qui a une attitude. Ce n'est pas tellement le fait de ne pas être malade, chacun est malade, mais le fait, cette attitude, ça n'est pas la fin de la vie et on va faire tout ce qu'on peut pour qu'on puisse se redonner de la vitalité, de redonner de la force. Il y a beaucoup une question de personnes dans cela et surtout une question de lien, d'amitié, de gens qui se retrouvent et qui se sentent mieux, se sentent plus en vitalité quand ils sont entourés de gens qui sont eux-mêmes tout à fait en forme. Et vous évoquez justement la dynamique de l'arbre dans un documentaire qui a été fait sur vous, que j'invite les gens à visionner. C'est l'ONF qui a fait ça en 2002, Compteur d'étoiles. Et on vous voit justement parler beaucoup des arbres, de faire des liens entre les arbres et les enfants. J'aimerais que vous développiez un petit peu plus la thématique de l'arbre dans votre vie. La thématique de l'arbre, j'avais une grand-mère qui adorait la nature et qui nous faisait faire des jardins quand j'étais petit, planter des arbres. Pour moi, ça a toujours été une chose importante. Et il y a quelque chose, il y a un mot japonais qui s'appelle un bain d'arbre. Un bain d'arbre, shirin-yoku. Un bain d'arbre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous partez seul dans la forêt et vous marchez. Et vous pensez à rien, ou vous pensez à quelque chose. Ce bain d'arbre est, dans la tradition japonaise, et je pense que chacun d'entre nous l'a déjà rencontré, quelque chose qui est un ressourçant. Il y a quelque chose qui nous vient dans le contact avec les arbres, qui n'est pas dans le contact avec les humains, qui est moins prenant, ça vous interpelle moins. Un arbre, ça ne vous interpelle pas, mais ça vous interpelle aussi quelque part et ça vous met dans un état de bien-être, de bonheur, dont j'ignore la nature. Certains disent qu'ils parlent aux arbres. Moi, ce n'est pas mon expérience. Ce n'est pas ça. C'est simplement comme une autre vie. Une vie tellement étrange qui n'a rien de semblable à la nôtre. Une personne, vous êtes avec des arbres, vous pouvez continuer votre rêverie, vous pouvez réfléchir, vous pouvez rien faire. Vous êtes simplement dans un état un peu second, très mystérieux. Quel rapport avons-nous avec les arbres? Je ne sais pas, mais personnellement, j'aime ça, simplement comme ça. Il m'arrive de passer des heures et surtout, nous sommes dans une région où il n'y a pratiquement aucune voiture, aucune personne. Vous pouvez rester des heures sans voir personne et ça a quelque chose de réconfortant, ça a quelque chose qui vous
rétabli. C'est pour ça que j'ai toujours eu cette idée de planter des arbres. Un arbre que je plante, c'est un peu comme un ami, surtout si je l'ai semé avec la graine. J'ai fait ça avec des séquoias qui peuvent atteindre, comme vous savez, 100 mètres de hauteur. Et j'aime beaucoup aller me promener parmi les séquoias que j'ai plantés. C'est quelque chose que j'aime, quelque chose qui me remplit de quelque chose, quelque part, que je ne connais pas bien, surtout la nuit. Voir ces grands arbres qui ont maintenant 20 mètres de hauteur sur un fond de ciel étoilé, c'est quelque chose qui me plonge dans une espèce de bonheur, je dirais mystique, si ce n'était pas un mot un peu galvaudé, mais qui est un peu vrai. J'ai l'impression d'une certaine grandeur, d'une certaine dimension, et surtout, je revois ces arbres et je m'aperçois combien je leur suis attaché. J'ai des enfants et des petits-enfants auxquels je suis attaché aussi, mais ce n'est pas la même chose. Je pense que si on devait couper un de ces arbres, si un des arbres devait mourir, je serais profondément peiné. Pas seulement superficiellement, mais profondément. Ils sont reliés à ma vie depuis maintenant 30 ans. Et j'aime beaucoup l'idée que peut-être, puisque j'ai vu au Liban, je suis allé au Liban à un moment donné pour voir les fameux cèdres dont Salomon avait bâti son temple. Il n'y en a plus beaucoup, ils sont pas en très bon état, ils sont mal entretenus. Depuis la guerre du Liban, le soin n'est pas fameux, mais j'ai vu des arbres qui ont 3000 ans. Et je vous assure qu'une forêt d'arbres qui a 3000 ans, dans la brume et dans le brouillard, parce que c'est dans la brume et dans le brouillard, dans les hautes montagnes, c'est vraiment quelque chose qui vous parle. Pour moi, c'est un lien que j'ai découvert quand j'étais assez enfant, ce besoin, cette envie des arbres, et que j'ai toujours. Si j'étais privé des arbres, il me manquerait quelque chose de fondamental, je pense. Mais ça m'intéresse d'autant plus que c'est mystérieux. On a des amis, on les connaît, on sait un peu où ça nous touche d'avoir des amis. On sait mal où ça nous touche d'être en contact avec, non pas les arbres, mais un arbre en particulier, un autre arbre. J'en ai toute une collection comme ça, qui sont un peu comme ma deuxième famille. Et j'ai beaucoup planté d'arbres provenant d'autres pays, des amis qui ramènent des arbres, des jardins botaniques lointains, et vous les regardez pousser, vous les soignez. Ils se développent comme un affect autour de chacun d'entre eux individuellement. Et puisque vous me faites parler de mon contact avec les arbres, c'est ça que je peux vous dire. Pour moi, c'est une très grande chaleur humaine que la compagnie des arbres. Surtout quand je suis seul, justement, ce Shirin-yoku, bain d'arbres, c'est-à-dire vous êtes entouré de l'affect des arbres qui sont des arbres que vous connaissez depuis longtemps, qui vous parlent d'une certaine façon, mais qui vous parlent sans vous déranger. C'est ça la différence. Vous êtes avec un ami, vous parlez, c'est très bien, mais vous ne pouvez pas continuer votre cogitation personnelle avec un ami parce que, bon, il faut lui parler, il faut dire quelque chose, il faut entretenir la conversation. Un arbre, vous n'avez pas besoin d'entretenir la conversation. Elle s'entretient toute seule. Et c'est une conversation enrichissante et agréable. Mais vous avez l'essence du contemplatif. Vous contemplez beaucoup dans votre vie, que ce soit à la campagne ou même tout à l'heure quand on l'attendait, vous n'avez absolument aucun problème à être dans le silence. Vous êtes de nature très contemplative. Je pense que j'aime beaucoup, oui, effectivement, être laissé à moi-même. C'est vrai. J'aime beaucoup les gens. Je ne suis pas un misanthrope, j'ai beaucoup d'amis, mais j'aime être... Les moments où je suis laissé à moi-même me sont toujours un plaisir. C'est quelque chose qui... D'où ça vient, je ne sais pas. Je connais d'autres personnes qui sont comme ça. D'autres personnes, par contre, ne peuvent pas rester seules, ont absolument besoin de compagnie. Moi, j'aime la compagnie, mais c'est à un moment donné, quand je me retrouve seul. Et puis, ce n'est pas particulièrement religieux. Quand j'étais enfant, j'étais évidemment, ici au Québec, on était tous catholiques. On venait ici à la messe au Jésus. Pour moi, c'est des vieux souvenirs. Je venais dans cette salle, c'était les Compagnons de Saint-Laurent, où il y avait le théâtre du Père Legault.
Et c'est des périodes où j'étais